vos intérêts de mes recherches. Alors, je vais vous prendre avec moi mon chemin et mon parcours académique. Alors, je m'appelle Marin, je suis professeure là à l'UQAM au département d'informatique. Un tout petit peu à propos de moi, je suis née à Beyrouth. 2014. Non, en 2014, oh oui. Ah, En 2014, j'ai commencé dans mon bachelor's. On peut parler à la mathématique pour savoir j'ai quel âge. Je suis jamais pas assez jeune. Donc voilà, je suis née à Beyrouth. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la capitale du Liban, un tout petit pays au Moyen-Orient, the Middle East. A beautiful country with a lot of conflict. Mais voilà. C'est là-bas que j'ai fait mon baccalauréat et ma maîtrise en informatique à the Lebanese American University. Et puis, en faisant mon master, j'ai aussi travaillé en tant qu'ingénieur, software engineer, ingénieur logiciel. Et je trouvais que comme ingénieur, alors je suis en train d'avoir des défis dans les logiciels, c'est pas parfait, et ça m'a inspiré à faire de poursuivre encore plus la recherche. Donc j'ai décidé de venir au Canada pour faire mon doctorat en informatique. Je suis partie à Queen's University, et puis mon domaine de recherche était la maintenance et l'évolution du logiciel. J'ai terminé mon doctorat en septembre dernier, en 2024, et puis je suis très fière et heureuse d'être ici parmi le département d'informatique à l'UQAM comme professeur. J'ai commencé en décembre dernier. Donc voilà. Alors, avec un tout petit peu d'introduction de my background, juste pour dire que quand j'étais ingénieur, je travaillais dans le domaine de banking et supply chain management. Donc, c'était un peu de tout. Et voilà. Donc, alors, il s'agit quoi dans ma recherche? Je fais quoi dans ma recherche? Donc, on est tous en train d'utiliser les logiciels d'une façon très intégrante dans notre vie quotidienne. Alors, c'est dans le domaine bancaire, c'est pour la communication, dans le e-commerce, même pour le déplacement, la navigation, ainsi de suite. Donc, on est en train de vraiment utiliser les logiciels d'une façon, avec et on est dépendant pour les logiciels dans notre vie quotidienne, ce qui fait par exemple, juste pour donner un exemple numérique, alors en 2016, le numéro de téléchargement d'applications mobiles était 140,68 milliards téléchargements et ça a augmenté en 7 ans jusqu'à 257 milliards. Donc avec le temps, on est en train de dépendre de plus en plus sur ces logiciels, ce qui fait que la maintenance des logiciels, elle est vraiment une pierre angulaire et c'est très important. Parce que, alors, la maintenance de ce logiciel va nous permettre de corriger les défauts qui existent dans le logiciel. Alors, les défauts qui ne sont pas vraiment free of bugs. Donc, ça nous permet de corriger les défauts, premièrement. Deuxièmement, ça va nous permettre d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Alors, on ne peut pas créer un logiciel et juste donner les mêmes fonctionnalités. Il faut vraiment s'adapter aux besoins des clients, des utilisateurs. Et puis, ça va aussi nous aider d'avoir une meilleure et efficace maintenance pour le futur en comprenant, en améliorant alors le code et en particulier les clones du code, par exemple. Donc voilà, la maintenance, elle est un processus important. Et alors il y a un effort par les chercheurs pour améliorer la maintenance du logiciel, mais il reste toujours des défis. Et alors le défi, c'est qu'il y a très grand volume d'artefacts de données qu'on peut utiliser, mais il faut vraiment savoir comment créer une structure et les utiliser pour améliorer ce processus. Le premier défi, il existe au niveau de la résolution des défauts. Alors, il y a des défauts qui existent dans le logiciel. Il faut savoir combien de temps ou bien d'impact cette résolution elle en a besoin et de l'avoir d'une façon efficace. On va visiter ce point après, un autre défi qui existe, c'est l'amélioration. On a parlé d'amélioration des fonctionnalités d'un produit ou bien d'un module ou bien d'un logiciel, mais comment le faire d'une façon à faire une analyse pour la compétition du market. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en considération, de faire un équilibre entre l'amélioration des fonctionnalités et ce que les compétiteurs sont en train de faire.
Et puis, un autre défi, c'est que dans les deep learning frameworks, comment pouvoir vraiment comprendre le dynamique des codes clones qui existent dans le code et qui ont un avantage et un désavantage qu'on va discuter après. Donc, c'est ici que ma recherche rentre en jeu. Donc, mon objectif, c'est de guider les développeurs pour une maintenance efficace de leur logiciel. Et ma méthodologie pour les différentes contributions, elle est la suivante. Donc, j'utilise le large volume de artefacts logiciels qui existent. Les différences ce sont par exemple le source code, de source code. Il y a les rapports de bugs, the issue reports, et aussi, il y a aussi, on peut utiliser aussi les avis d'utilisateurs qui peuvent nous donner une idée ce que les utilisateurs veulent dans un logiciel. Donc, à partir de cette large nombre d'artefacts, je fais les traitements nécessaires pour chacun des cas, pour chacune des contributions, en utilisant chacun des artefacts. Et puis, il y a les analyses qui prennent place pour motiver une méthodologie spécifique. Puis, c'est là où j'utilise et je combine les artefacts avec l'application de l'intelligence artificielle, avec de différents modules ou bien modèles comme le NLP, comme de Large Language Models et de Classical Machine Learning Models pour pouvoir résoudre les différents défis du génie logiciel que j'ai déjà partagés. Donc, en particulier, j'ai été capable de automatiser l'analyse comparative des avis des utilisateurs pour les logiciels compétitifs. J'ai complémenté cette contribution en proposition, non uniquement une comparaison, mais aussi en donnant des suggestions comment les améliorer spécifiquement. Puis, d'un autre côté, j'ai fait une contribution qui est reliée à la résolution des défauts. Donc, on a dit que l'amélioration d'un logiciel, c'est deux composants. Le premier, c'est vraiment améliorer les fonctionnalités. Et puis, il y a un autre côté qui est l'amélioration, la maintenance de point de vue défaut et maintenance du code. Donc, c'est là où je peux prédire l'impact des changements pour la résolution de défauts en utilisant les rapports de bugs. Et puis, j'ai étudié la dynamique des clones de code dans les frameworks d'apprentissage profond, des deep learning frameworks. C'est là où j'ai fait l'analyse du code. Donc, voilà la méthodologie générique. Maintenant, je vais commencer par l'automatisation de l'analyse comparative des avis. Pourquoi on a besoin de faire ça? C'est quoi les défis? C'est quoi la contribution? Et c'est quoi les résultats? Comment l'améliorer? Donc, on commence par un exemple. Alors, on connaît tous Skype. Maintenant, ça fait partie juste il y a quelques semaines de Teams. Donc, qui kind of n'existe plus, mais on a tous, j'assume, utilisé Skype pour longtemps. Donc, voilà un exemple, il y a un an, un exemple, un avis d'utilisateur par Angela. Elle est en train de dire que elle aime Skype, Skype works. However, I use more the WhatsApp because it's better for sending files, big files and sharing videos. Donc, on peut voir que cet utilisateur est en train de déposer son avis, de dire qu'elle aime cette appli, mais elle préfère une autre appli pour une fonctionnalité spécifique. Et on peut voir que le team de Skype ont répondu à Angela et ils ont dit que we picked up user feedback. Donc, ils ont revu son commentaire, ils l'ont pris en considération. Donc, two key messages qu'on veut prendre ici par cet exemple. Premièrement, que les avis d'utilisateurs, ils sont importants pour les développeurs. Ils peuvent vraiment savoir ce que les utilisateurs veulent améliorer, ça c'est un. Et deux, ce qu'ils veulent améliorer en rapport aux compétiteurs. Donc, on peut savoir, ils veulent quoi parce qu'il y a d'autres, donc il y a ici une compétition. Donc, c'est vraiment important d'améliorer ces fonctionnalités pour être compétitive dans le marché. Donc, c'est quoi le problème alors? OK, les avis d'utilisateurs peuvent nous aider. Excellent, on connaît ça. On l'utilise, nous, pour acheter quelque chose sur Amazon ou bien d'autres
sites. Mais le problème, c'est que les avis d'utilisateurs, il y a plein d'avis d'utilisateurs pour les applications mobiles. Donc, ils sont dans les millions. Alors, pour les applications, par exemple, AI Sport, Fruit Ninja, dans les 4 millions. Et il y a plein de dépôts d'avis d'utilisateurs chaque jour. Et puis, une application, elle a plusieurs compétiteurs. Donc, imaginez qu'il y a il y a une personne ou bien un développeur qui va juste analyser ou lire ces revues d'une façon manuelle. Et tac, tac, c'est pas possible. Et puis, il peut y avoir des, euh, des erreurs même. Donc, le but, c'est de faire quoi? C'est d'automatiser ce processus et l'automatiser d'une façon à avoir non uniquement une idée générale sommaire de c'est quoi les avis, mais comme j'ai dit, d'une façon avec les compétiteurs comparatifs. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai collecté un très large nombre d'applications avec leurs avis d'utilisateurs qui sont 14 millions. Il y a plusieurs catégories juste pour ne pas, mettre en évidence que c'est pas relié à une catégorie spécifique. Donc, il y avait the weather, the sports news, les appels téléphoniques, SMS, ainsi de suite. Alors, après avoir collecté ces avis d'utilisateurs, le but, c'est de proposer une méthodologie automatique pour la génération de cette comparaison et l'identification des fonctionnalités à améliorer pour les développeurs. Donc, j'ai proposé FitCompare, qui est Feature Comparison. Donc, ce framework, il est composé de trois composants. Il a trois composants. Le premier composant, c'est le processeur des données. Le second, c'est l'extracteur. Le troisième, c'est l'agrégateur. Alors, dans le premier composant, le but là, c'est pour une catégorie spécifique. Donc, j'ai mentionné qu'il y a plusieurs catégories que j'ai étudiées, mais l'étude là, vraiment, c'est si je suis développeur d'une application ou bien de owner d'une application, je veux savoir vraiment les compétiteurs, ils ont quoi, donc dans une même catégorie. Donc, pour une catégorie, le but là, c'est que on collecte tous les avis d'utilisateurs concurrentes des applications compétitives. Donc, on fait dans le processeur de données, il y a des processing spécifiques à faire pour les avis d'utilisateurs, comme enlever les avis qui sont pas très relatifs, pas très informatifs. Puis, on passe au second composant. C'est là où on va extraire d'une façon automatique ces fonctionnalités à partir des avis d'utilisateurs pour pouvoir grouper chaque type d'avis d'utilisateur en groupe, en fonctionnalités, en caractéristiques. Donc, et là, plus tard, alors dans quelques slides, je vais expliquer un tout petit peu sur cette étape spécifique, comment je l'ai fait. Mais là, d'un point de vue au niveau, alors il y a un extracteur qui va juste me dire dans ces avis d'utilisateurs, c'est quoi les fonctionnalités ou les features qui existent. Puis après avoir extrait ces features, je peux grouper ces avis d'utilisateurs en des types spécifiques, fonctionnalités spécifiques. Et là, c'est là où dans l'agrégateur, je fais le classement par fonctionnalité. Donc, comme utilisateur, une fois que vous allez utiliser, par exemple, pour vous donner un exemple pourquoi c'est important, il y a des exemples après, mais juste pour expliquer, pour suivre le flow. Alors, vous êtes utilisateur, vous allez utiliser une application. Vous pouvez voir sur le Google Play Store the rating de quoi? De toute l'appli, n'est-ce pas? Vous pouvez voir, il y a deux applis, celle-là à la 4.5, l'autre à la 4.7. Mais vous pouvez pas savoir, comme utilisateur, c'est quoi le rating aperçu de chaque fonctionnalité. Vous n'avez pas vraiment cette information. C'est là comment ce classement va aider. C'est le classement par fonctionnalité du logiciel ou bien de l'application. Donc, voilà, c'est un exemple juste pour expliquer c'est quoi le low level, high level feature et c'est là où la contribution elle a. Donc, voici, ce sont des exemples d'avis d'utilisateurs, user reviews. Alors, il y a première application, c'est AccuWeather, une autre application de WeatherLive, et on voit ici les user reviews des utilisateurs. On remarque ici que le premier, il dit terrible accuracy. Puis, le second revue, il y a inaccurate weather forecast. Et le troisième, excellent accuracy. Donc, ce qu'on remarque, il y a le thème des trois, il est le même. Il parle de quoi? Il parle de la même feature ou bien fonctionnalité qui est the forecast accuracy. Donc, c'est ça ce qu'on veut vraiment avoir. En lisant
juste ces revues. Ils vont faire de l'analyse pour comprendre que ces deux, ils parlent du même thème, ils parlent de la même fonctionnalité. Donc, l'automatisation, c'est de vraiment savoir c'est quoi la fonctionnalité qui englobe ces revues qui appartiennent même pas à une seule appli, mais à plusieurs applis, across competitors. Ce sont par exemple des exemples de caractéristiques déduits pour l'application météo. Alors, the Weather App, donc c'est quoi ces high-level features qu'on a pu extraire? Il y a the Daily Forecast, il y a the Accurate Forecast, the App Stability, the User Interface. Donc, ce sont les différents types de revues mentionnées dans les avis d'utilisateurs. En ce qui concerne l'extracteur que j'ai mis, alors le second, ici, le second composant, il se passe comment? Comment cette automatisation a pris place? Alors, le composant extracteur, je l'ai appelé the Global Local Sensitive Feature Extractor. Et il y a deux choses à savoir là. Alors, la première, c'est qu'il y a deux cycles. On voit deux cycles, le cycle local et le cycle global. Et pourquoi il y a un cycle local et global et c'est quoi la différence? Les deux cycles sont similaires en genre d'étape, mais le input, il est différent qui a abouti à un différent output. Donc, dans une application, comme on l'a vu ici dans les exemples. Alors, il y a des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités comme les forecasts, comme des detailed weather info. Ce sont des caractéristiques des fonctionnalités de l'application. Tandis qu'il y a aussi d'autres features générées qui sont comme App Stability ou User Interface, qui sont les caractéristiques, alors les exigences non fonctionnelles. Donc, c'est là où the local and global va jouer un rôle. Alors, l'idée générale de l'extraction, c'est using a high level feature extractor, appelé ABAE, Abstract Base Feature Extractor. Donc, il est capable d'identifier d'identifier les features qui existent dans ces topics de input collant. Donc, la façon dont le local et global, il crée, le but, c'est d'avoir comme input the user reviews. Puis, il va générer the word embedding de ces avis d'utilisateurs. Et puis, le ABAE va extraire les features qui existent et va donner les groupes de ces features. Maintenant, le but du local et global, c'est que, comme j'ai dit là, il y a différentes types de features. Ici, c'est les fonctionnalités, ici, les exigences non fonctionnelles. Donc, le but, d'après le local, c'est de donner uniquement le groupe d'applications qui y appartiennent à une même catégorie pour pouvoir extraire les exigences ou bien les fonctionnalités. Donc, c'est là où on donne les revues d'un groupe spécifique. Et ça va nous donner alors les features qui appartiennent à cette catégorie. Alors, dans le cycle global, le input ici, c'est toutes les avis d'utilisateurs de toutes les applications. Et c'est là où on va utiliser the word embedding et ça va nous donner alors des global high features, donc toutes les features qui existent dans toutes les applications y inclut ceux qui sont communs à toutes les applications. Puis, à travers un selector, on va choisir pour chaque avis d'utilisateur qu'on a, si c'est plutôt local ou global pour pouvoir assigner le feature qui est correct dans ce cas. Donc, ça, c'est un zoom-in, comment l'extraction a pris place. Mais si on revient alors ici, donc, la première étape, c'est qu'on a fait l'extraction, n'est-ce pas? Elle est automatique. Mais il faut vraiment savoir que cette extraction automatique, elle est correcte. Est-ce qu'elle est correcte avec high accuracy ou pas? Donc, pour faire la validation, on fait cette étape. Alors, on a premièrement fait l'attribution des fonctionnalités, donc en appliquant FitCompare pour faire cette extraction de local and global features. Et puis, ce qu'on a fait, c'est une évaluation manuelle. Alors, on a pris un exemplaire de 480 exemplaires d'avis d'utilisation. On a fait cette évaluation manuelle pour pouvoir savoir si l'automatisation elle était faite correctement ou pas. Et puis, on a calculé la performance.
Et on a trouvé que FitCompare a obtenu un score de A- de 78% sur les avis annotés manuellement, ce qui a dépassé le ABAE. Donc, le ABAE, c'est la méthode qui peut extraire ces avis d'utilisateurs, mais qui n'a pas fait le local and global cycle pour améliorer cette extraction. Donc, ABAE, c'est un short for what? Aspect base extraction, le A. Aspect based? Aspect based. Donc, on est en train d'extraire des aspects, which are the topics, the features. Oui. Une question. Le score F1, F1, c'est quoi? The F1 measure. Donc, the F1 measure, c'est la balance entre la precision and recall. Donc, precision, c'est combien the false positive and the false negative. Donc, voilà. Voilà. Alors, pratiquement parlant, c'est quoi le output? Ça va nous aider comment? Aider les développeurs comment? C'est quoi les implications? Donc voilà, il y a plein de couleurs, de shapes sur l'écran. Je vais les expliquer. Alors, to start with, on peut regarder les colonnes et les rows. Donc chaque colonne, elle représente une application compétitive. Alors ici, on se concentre sur the weather app, sur l'application de catégorie météo. D'accord? Dans l'application météo, il y a dans ce cas, dans notre étude complète, vous pouvez voir l'article, il y a plusieurs compétiteurs. Il y a 9 ou 10, ça dépend de chaque catégorie. Mais ici, juste pour exemple, on a mis 3. Donc, il y a 3 compétiteurs qui existent, d'accord? Qui donnent qui appartiennent à la même catégorie, même domaine. Ces applications sont le AccuWeather, the Weather Radar, and the Weather by WeatherBug. Et pour chaque application, on peut avoir la liste de fonctionnalités qu'ils ont d'un point de vue extracté par FitCompare. Et puis, on a de rating de cette fonctionnalité et pas uniquement le rating de toute l'appli à ce moment-là. Donc, c'est a feature-based comparaison. On peut savoir il y a combien de average, il y a combien d'avis d'utilisateurs pour chacune. Et puis, si on va lire la ligne au lieu de la colonne, c'est là où on peut savoir à la fin de average feature rating. Donc, cette feature, c'est combien la moyenne across toutes les autres applis. Donc, c'est quoi le but? Comment on peut utiliser ça? Alors, ça va permettre aux développeurs de bien trouver les fonctionnalités qui sont fréquemment mentionnées, mais ils ont un lower rating. Donc, pour savoir et guider quelles fonctionnalités il faut améliorer. Par exemple, le AccuWeather, ils peuvent avoir une liste de leurs fonctionnalités et voir que, OK, j'ai un 3.2 pour la accurate forecast. Est-ce que c'est une fonctionnalité qui m'importe? Et puis, c'est très bas. Donc, peut-être il faut vraiment travailler sur cette fonctionnalité. Une autre approche à voir ça, c'est la comparaison across competitors. Donc, ce qui fait que AccuWeather va juste comparer leur rating pour cette fonctionnalité spécifique avec les compétiteurs et la moyenne pour voir s'il does a good job ou bien pas. Donc, pour savoir quelle fonctionnalité améliorer de point de vue marché. Donc, voilà, en ce qui concerne l'extraction automatique des fonctionnalités à travers les avis d'utilisateurs. Alors, j'ai mené une enquête avec des développeurs dans l'industrie et puis avec 107 développeurs. Et puis, 68% des participants voient que le rating global de l'appli n'est pas suffisant pour comparer aux concurrents et savoir il faut faire quoi. Et puis 94% de ceux qui croient que ça n'existe, que c'est pas suffisant. Alors, ce qu'ils font, c'est ils font une analyse compétitive et ce qu'ils font, c'est ils utilisent les user reviews pour le faire d'habitude. Donc, ce qui fait que FitCompare, ils ont trouvé que FitCompare est vraiment une méthodologie efficace pour automatiser ce processus et savoir quelle fonctionnalité il faut vraiment améliorer. Donc, voilà, il y a 73% des participants, ils pensent que FitCompare, c'est vraiment pratique pour pouvoir améliorer ses avis d'utilisation.
Alors, dans notre survey enquête, alors il y avait on a ouvert des suggestions. Si vous avez des suggestions, vous pouvez nous dire, dites-nous votre commentaire. Il y avait quelques commentaires qui disaient que, OK, c'est génial, on peut savoir quelle fonctionnalité améliorer, mais on veut savoir comment l'améliorer. Il faut faire quoi exactement? OK, améliorer cette fonctionnalité des user interface. Alors, quoi concrètement? Donner des suggestions. Alors, et c'est là que ça a inspiré mon second projet, là où euh, j'ai créé une méthode pour l'automatisation des suggestions d'amélioration des fonctionnalités. Alors, si j'ai une fonctionnalité, comment pouvoir l'améliorer concrètement? Une seconde. Je sais que vous êtes impatient pour savoir. Je continue dans quelques secondes. Alors, pour l'automatisation, alors, the starting point, c'est vraiment Fit Compare. Donc, il faut tout d'abord, ayant tous ces avis d'utilisateurs, il faut savoir identifier c'est quelle fonctionnalité. Puis, à partir de la fonctionnalité, on peut vraiment suggérer des améliorations. Donc, the large language models ont commencé à être utilisés vraiment beaucoup dans l'informatique en général, dans tous les domaines, particulièrement dans le génie logiciel. Donc, voilà. Ils sont très powerful dans tout ce qui est natural language et génération. Donc, je trouvais que c'est vraiment une tool à utiliser là qui peut aboutir à une amélioration dans la suggestion des améliorations. Donc, je l'ai adopté dans mon approche et dans ma recherche. Alors, euh, alors, j'ai proposé LLM Cure et il y a un jeu de mots ici. Donc, LLM, c'est Stands for Large Language Models. Cure, c'est curate. Donc, c'est juste attraper, emmener, sélectionner, identifier the features et on va, and competitive. Competitive, donc on va voir comment et à quelle étape. Et aussi cure, which means to cure, oui, guérir. Donc, ça va guérir les fonctionnalités non pas très perçues, très bonnes par les utilisateurs. Donc, voilà. LLM Cure est composé de trois étapes ou bien composants. Alors, le premier, c'est l'extraction des caractéristiques. C'est comme similaire à FitCompare, il nous faut identifier c'est quoi les caractéristiques dans ces avis d'utilisateur. La seconde partie, c'est l'attribution des fonctionnalités. On a pu savoir elles sont quoi ces attributs, ces caractéristiques, mais il nous faut avoir chaque avis d'utilisateur s'agit de quoi? Quelle caractéristique générale? Donc, l'attribution automatique. Et puis, dans la troisième, c'est générer les suggestions. Alors, c'est là où c'est vraiment comme étape, c'est différent ou bien c'est additionnel de ce qu'on a vu avant. Mais ici, dans les étapes, il y a aussi toute une différente approche à expliquer. Mais voilà les trois différentes phases. On commence avec la première phase. Alors, le starting point, le truc là, c'est qu'on a les mêmes choses, une catégorie. Alors, la catégorie de météo, par exemple, juste pour utiliser le même exemple. Donc, on a tous les avis d'utilisateurs qui appartiennent à cette catégorie d'applications de tous les competitors. Ils peuvent être dans les millions d'avis d'utilisateurs. Ça dépend de la phase qu'on les a collectés, mais ils sont vraiment beaucoup. Donc, le but, c'est d'extraction des caractéristiques d'une façon automatique. Alors, est-ce que vous avez utilisé de large language models? Oui. Alors, le point inconvénient, c'est qu'ils ont un contexte limité à utiliser. Donc, des fois, tu mets un message trop long. Pour les étudiants, si vous copiez et paste quelque chose de très long, résout ce problème, il te dit exceeded context. Donc, le but, le truc, c'est qu'il y a un contexte limité à utiliser. Donc, utiliser tous les avis d'utilisateurs
et les mettre et dire au Large Language Model de donnez-moi, il s'agit de quelle fonctionnalité, ça va pas pouvoir le faire efficacement. Et la seconde chose, c'est vraiment aussi très coûteux. Si on va le faire en partie, alors en batches, c'est très coûteux. Si on utilise le API, on paye par token, alors on va payer par la taille de cette input and output qu'on est en train de mettre. Et puis, si c'est open source, c'est aussi les ressources de GPU qu'on est en train d'utiliser. Donc, il fallait créer ici une méthode efficace pour pouvoir extraire ces caractéristiques et fonctionnalités d'après un très large nombre d'avis d'utilisateurs. Et c'est là où j'ai créé le batch match and merge feature. Donc, ce que j'ai fait, c'est au lieu d'utiliser tous les avis d'utilisateurs, j'ai utilisé juste un sample de ces avis d'utilisateurs. Mais pour savoir que ce sample, il est vraiment représentatif, alors j'ai fait un match and merge pour les features en utilisant the word embedding, the similarity de ces features avec un threshold de répétition pour s'assurer que c'est vraiment représentatif de tous les avis d'utilisateurs que j'en ai. Donc, dans cette étape, alors, on a pu extraire les caractéristiques d'après les avis d'utilisateurs d'une façon efficace en utilisant un smaller taille des avis au lieu de tout utiliser. Oui, donc comme output, alors on a the extracted features de cette étape. Donc, il y a une liste de top features qui existent dans toutes ces revues. Dans mon cas, alors, c'était 14 parce que en se basant sur la première étude, c'était le nombre pour chaque catégorie était 14. Donc, on a toutes les extracted features. Mais après, il faut vraiment assigner et attribuer ces fonctionnalités aux user reviews. Donc, le but, c'est d'avoir une classification de ces avis d'utilisateurs à chaque feature. Donc, j'ai fait cette attribution et cette assignation des features automatiquement. Puis, à ce niveau-là, alors j'ai mes avis d'utilisateurs. Elles sont plus juste unstructured, sont un titre, un topic, ce qui est cette caractéristique ou cette features. Donc, ils ont ces features et ces caractéristiques d'une façon efficace, mais il faut voir si c'est correct ou pas. Alors, c'est automatiquement fait. Est-ce que c'est correct avec high F1 score or not? Donc, l'évaluation est faite après. Et puis, dans la troisième stade, c'est là où on veut générer des suggestions basées sur le Retrieval Augmented Generation. Donc, ce qui se passe là, c'est on veut pour il y a un exemple après là où je peux expliquer plus concrètement comment le faire, mais je vais partager ça avec vous maintenant aussi. Alors, la génération des suggestions, donc le but c'est quoi? Le but c'est que si j'ai un avis d'utilisateur qui dit que, OK, the widget ou bien the widget of the user interface, elle n'est pas correcte. D'accord? Dans ce cas, alors comment les développeurs peuvent savoir il faut améliorer comment ça? Alors c'est concrètement comment l'améliorer. Alors c'est ça le but de la troisième étape, générer exactement comment l'améliorer. Mais c'est quoi l'inconvénient là? C'est que si on va utiliser des LLM pour dire que OK, peux-tu suggérer des solutions? Ça va peut-être suggérer des choses qui sont pas faisable, pas relevant de cette catégorie ou bien pas relevant pour mon application. Donc, ça peut halluciner. Alors, il faut vraiment s'assurer que c'est en train de générer des suggestions qui sont relatives et reliées à ce domaine d'application et cette revue spécifiquement. Parce que le but, c'est d'avoir quelque chose qu'on peut vraiment implémenter. Donc, alors c'est là qu'on a implémenté le concept de curate. Donc, il y a plusieurs détails à faire là, mais en haut niveau, le but, c'est pour un avis d'utilisateur existant, si je donne cet avis d'utilisateur comme input, je veux, avec cet avis d'utilisateur, il me faut savoir ça appartient à quelle
catégorie ou bien caractéristique ou bien feature, je pourrais de cette façon apporter les autres avis d'utilisateurs positifs qui sont 4 et 5 ratings qui parlent de cette similaire fonctionnalité des compétiteurs pour pouvoir apprendre comment améliorer les fonctionnalités des compétiteurs. Donc, c'est là, j'emmène ces avis d'utilisateurs qui sont reliés d'à partir les compétiteurs et je les mets comme input pour le modèle avec l'avis d'utilisateur qui est complete par l'utilisateur pour pouvoir suggérer des suggestions cibles et reliées. Et voilà, on obtient à la fin des suggestions. Maintenant, il nous faut deux choses. Alors, les suggestions, ils sont basées sur le labeling qu'on a eu. Et le labeling, il faut savoir si c'est accurate ou non. Donc, il y a deux niveaux d'évaluation à faire maintenant à ce niveau-là. La première chose, c'est il faut savoir si the automatic labeling des features et l'extraction automatique, elle est faite avec correctement. Donc, on a comparé les modèles, le ABAE qui est déjà par défaut, qu'on a déjà comparé ça pour le fit compare. Fit compare, c'est la méthode d'extraction de features qu'on a présenté avant. Et il y a deux LLM ici. Je parlais tout le temps de LLM Pure, mais c'est quoi la différence entre LLM Pure et LLM Basic? Donc, comme j'ai commencé à dire dans l'extraction, le problème en utilisant les LLM, c'est le context size. Donc, le contexte, il est limité. Alors, pour LLM Basic, j'ai juste utilisé le contexte permis. J'ai mis c'était 1000 revues, 1000 avis d'utilisateurs. Je les ai mis et j'ai dit, je peux extraire alors les features qui existent. Donc, c'est le LLM tel qu'il est. Tandis que dans le LLM Pure, il y a le batch, merge and match procédure que j'ai fait pour l'efficacité. Donc, et LLM Pure, il présente une accuracy plus élevée que les autres modèles. Et pour les catégories, c'est entre 81 et 91% pour les différentes catégories. Donc, pour l'évaluation, j'ai utilisé plusieurs catégories: the weather, the sports news, free call, SMS et music player. Donc, second comportement de l'approche à les évaluer, on peut automatiquement extraire ces topics. Donc, on peut passer à l'autre partie qui est les suggestions. Donc, est-ce que les LLM peuvent-ils vraiment utiliser les avis d'utilisateurs qui sont étiquetés alors avec les features et les caractéristiques pour suggérer des améliorations de fonctionnalités? Alors, pour le faire, c'était l'exemple que j'étais en train d'expliquer oralement. Alors, I have a user review avec un seul étoile. Alors, c'est mauvais. C'est un complaint about the widget, que la widget in the weather app is not updating automatically. Donc, ce que j'ai fait, I followed l'étape de LLM Cure qui est curating the competitors' positive candidate reviews, donc tous les reviews qui sont positifs, des compétiteurs qui sont reliés à cette topic comme catégorie étiquetée et puis à cette review spécifiquement pour pouvoir donner ce input au large language model pour pouvoir donner les suggestions. Et les suggestions que j'ai obtenues sont, pour cet exemple, implement an automatic refresh feature comme suggestion, puisque c'est automatiquement, il est outdated, ce widget. Donc, une solution peut mettre un refresh button automatique. L'autre peut enhance the time synchronization in the widget, like améliorer the time synchronization. Et puis, un autre exemple peut être provide a clear refresh icon or customization option, donc un bouton physique qui existe. Maintenant, on a eu des suggestions en se basant sur les points ou bien les suggestions des compétiteurs et des avis d'utilisateurs. Mais comment s'assurer que c'est pas hallucinated, qui sont reliés? Toujours, il faut valider ces étapes, n'est-ce pas? Alors, pour le faire, on a fait une étude rétrospective. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai généré les suggestions, comme je l'ai fait là avec un exemple. Je l'ai fait avec 3 catégories, avec plusieurs features, alors les étiquettes de chaque avis d'utilisateur de chaque catégorie, et plusieurs suggestions. Donc, je l'ai fait sur plusieurs catégories et features, et j'ai eu en total 81 suggestions. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai collecté
Les suggestions des notes de révision, des release notes. Alors, les release notes, ce sont à chaque fois qu'il y a une release par les développeurs, il y a un major, minor or patch release. Donc, c'est là où, lorsqu'ils ajoutent des fonctionnalités et des changements à leur système, ce qu'ils font, c'est ils disent que voilà, c'est une version 1.2.3. C'est comme vous mettez à jour là, alors dans iOS ou MacBook, il y a une nouvelle release du système. Donc voilà, pour chaque release, il y a des notes que les développeurs écrivent pour dire qu'est-ce qu'ils ont changé. Si c'est feature implementation ou amélioration du système. Donc, j'ai utilisé les notes de version, les release notes, pour pouvoir savoir à un moment précis c'est quoi les fonctionnalités ou bien les améliorations qui ont été faites. Donc, j'ai fait une étude rétrospective pour pouvoir comparer les améliorations suggérées par le modèle à les implémentations qui ont été faites par les développeurs. S'il y a une correspondance, ce qui veut dire qu'on peut utiliser cet outil pour avoir des suggestions pour quoi faire et qui va nous donner du temps à apprendre rapidement des compétiteurs comment améliorer. Donc, et j'ai calculé le taux. Alors, j'ai fait les suggestions, j'ai emmené les release notes et j'ai fait la comparaison pour savoir si c'est le taux de mise en œuvre, s'il est correct ou pas. Et j'ai trouvé que c'est en 73% des cas. Alors, ça va nous permettre ces suggestions ont été mises en œuvre. Alors, il existe 73% de ces suggestions existent dans les release notes de ces d'applications spécifiques. Donc, voilà l'exemple. Alors, les trois catégories d'applications, ils sont the Weather App, the SMS category and the Sports category. Cette application a la 444 release et j'ai sélectionné 3 features et pour chaque features, il y avait 3 avis d'utilisateurs. Donc, pour chaque avis d'utilisateur, j'ai demandé de suggérer 3 suggestions. Donc, au total, il y a 9 par feature pour chaque app et j'ai vu pour chacune manuellement dans les release notes si ça a été implémenté à un certain niveau ou pas. Et je calculais le taux final 73. Donc comme une première vue, alors, c'est possible alors de automatiser cette analyse compétitive des features dans le logiciel d'une façon automatique. Et puis, juste pour dire que et de proposer des suggestions et juste pour dire que je l'ai appliqué dans mon cas pour les applications mobiles, mais chaque logiciel qui a des avis d'utilisateurs, il peut vraiment profiter de ce framework pour suggérer des améliorations. Donc voilà en ce qui concerne l'amélioration des fonctionnalités du logiciel. Un autre point à discuter, c'est la résolution des défauts. Alors, les logiciels, ils sont pas free of bugs, donc il y a des défauts dans les logiciels et voilà, il y a 113 billions de dollars, ils sont consommés chaque année dans les États-Unis pour la maintenance du logiciel, la fixation des bugs est reliée à la maintenance de projet et 312 billions de dollars dans le monde. Donc, la maintenance, elle est une étape, un processus qui est coûteux. Donc, il nous faut une méthode efficace pour faire ce processus. Alors, les développeurs utilisent les issue reports, les rapports de bugs pour décrire les défauts logiciels. Les issue reports, ils sont juste un titre, une description et d'autres chantiers importants et descriptions comme le type, la priorité, le component, etc. Donc, ça facilite la résolution de ces problèmes en décrivant ces, ce bug qui existe. Et la première chose que les développeurs font quand ils voient une report, c'est de comprendre la nature de bug. Juste pour savoir il s'agit de quoi.
pour savoir s'ils peuvent le résoudre, quelqu'un d'autre, comment assigner, ainsi de suite. Donc, la compréhension de ce issue report, elle est la première étape. Parce que, donc on a dit que ça facilite. OK, alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est que il y a un nombre limité de développeurs pour travailler dans les problèmes. Alors, les chercheurs, ils ont essayé de quoi? De prédire l'effort de correction des défauts. Alors, il faut combien de temps pour pouvoir résoudre un problème spécifique, un défaut spécifique, un bug spécifique dans le système. Et puis, il y a l'analyse, il y a des études qui font l'analyse de l'impact du changement. Est-ce que c'est un changement qui va affecter une petite partie du code, une large partie du code? Est-ce que c'est un file, plusieurs files, ainsi de suite. Donc, c'est là que j'ai proposé. C'est là que j'ai proposé mon modèle prédictif qui va, à travers la description textuelle du rapport, savoir si ce bug va vraiment va avoir besoin de un large changement d'impact. Donc, c'est quelques lignes de code, beaucoup de lignes de code, beaucoup plus, ou bien plusieurs. Et le but là, c'est de profiter c'est en deux phases. Alors, la première, c'est attribuer des thèmes pour émettre les rapports à l'aide du topic modeling. Donc, savoir c'est quoi les thèmes de ces topics qui existent dans ces rapports pour pouvoir apprendre de l'information collective de ces issue reports et de créer les modèles prédictifs qui peuvent anticiper l'impact du changement. Voilà les deux étapes. Alors, pour ce problème, alors, j'ai collecté de trois organisations différentes les rapports de bugs, des issue reports des trois écosystèmes, de Apache, de Eclipse, de Mozilla. Et voilà les étapes de la méthode. Alors, premièrement, c'est la collection de titres et description des issue reports. Il y a les traitements du Natural Language Processing standard qui se font pour les rapports, enlever les liens, enlever toutes effectuer les traitements nécessaires. Puis il y a l'optimisation des hyperparamètres de l'ETM qui sont nécessaires, comme le nombre de topics qui existent et d'autres hyperparamètres. Et puis, c'est là où on veut voir la qualité de cette automisation d'assignation de ces thèmes aux issue reports. Donc, voilà, les quatre. Et on a abouti à 79% de précision. Donc, à cette étape-là, c'est vraiment cette étape d'attribuer des thèmes communs aux issue reports pour savoir que les issue reports appartiennent à quel thème commun. On a pu faire ça avec une accuracy de 79%. Donc, une fois on a les thèmes existants, voilà un exemple de thème qui existe, security, testing, GUI, database, performance, ainsi de suite, et leur répartition dans les différents écosystèmes. Alors l'objectif, c'est de prédire si un bug va avoir une large modification, une petite modification. Elle est partie dans plusieurs modules, et pas plusieurs modules, pour pouvoir guider les managers ou bien les leaders dans la résolution pour savoir comment répartir les ressources et mettre les priorités. Donc, il y a les informations textuelles dans le rapport, tel le titre, la description, il y a the size. Il y a aussi d'autres caractéristiques comme les number of attachment, version, et ainsi de suite. Et puis, il y a les 15, et on a ajouté les 15 synthesized metrics qui sont les topics ajoutés. Donc, je fais la prédiction en utilisant plusieurs modèles machine learning et voilà, on a trouvé que le XGBoost, c'est celui qui a abouti à la meilleure prédiction pour savoir si ça va être un rapport avec un large ou bien un small changement.
Et c'est là où la première partie, c'est pour savoir si ça va avoir un petit ou bien un large impact, donc un petit changement du code ou bien un larger one. Et puis là, c'est pour la propagation pour les nombres de fichiers. C'est un petit nombre de fichiers qui va être modifié ou bien un nombre grand de fichiers. Donc il y a deux aspects, deux dimensions complémentaires. Maintenant, dans cette partie, oui. Petite question. Euh, j'ai peut-être manqué des bouts. Si dans une release, si on corrige plusieurs bugs, Oui. how do you determine how many file changes are due to which bug fix? Dans ce cas, on a exclu ceux qui ont, on a exclu the commit. Donc, ce que tu veux dire, il y a release, ou bien tu veux dire a pull request, a commit, qui est associé à plusieurs, Comme pour l'étape là, s'il y a un issue report relié à plusieurs commits, ce qu'on a fait, c'est on a fait l'accumulation des trois. Donc on a pris l'addition des trois commits pour le changement. Oui, c'est pas uniquement un. Mais dans le cas là où, s'il y avait plusieurs, alors il y avait des cas là où il y avait plusieurs issue reports, d'appliquer ça a été pris en considération. Mais le truc, c'est que ce que tu as dit, si c'est one report qui avait plusieurs commits, ça oui, c'est pris en considération. Donc, ce qu'on a fait, c'est, on voulait savoir si c'est vraiment le type d'effet, alors le sens collectif de ces types de reports, ils vont vraiment avoir l'importance pour pour la prédiction. Et voilà, oui, on trouve que ça améliore le AUC avec 5% s'il existe ou il n'existe pas. Alors, il a une contribution et ça améliore la prédiction, alors le type des défauts. Donc voilà pour la seconde contribution. Alors savoir les types des issues peuvent aider les développeurs à savoir quel type il existe fréquemment dans leur système et comment pouvoir savoir si c'est priorité ou pas en se dépendant sur combien de change impact ça va requérir. Je sais qu'il y a 4 minutes, mais je vais rapidement passer sur le quatrième. C'est bon? Oh, oui. Ah. Donc là, je vais aborder brièvement sur l'analyse du code, l'analyse du code et en particulièrement les codes clones. Donc, the deep learning frameworks, ils sont la base ils provident la structure de toutes les applications face recognition, autonomous systems. Donc, ils sont vraiment avec the use of deep learning et everything récemment. Alors, ce sont des outils de structure essentiels qu'on est en train d'utiliser. Donc, leur stabilité, elle est vraiment très importante pour s'assurer que les applications qui les utilisent, elles sont faciles à maintenir et elles sont stables aussi. Donc, c'est quoi le code clone? Alors, le code clone, c'est un clonage, comme le nom le dit. Alors, copy-paste des fragments qui existent dans le code. Ça peut être dans une même classe, ça peut être dans deux classes différentes, ça peut être d'une classe de différents projets même. Donc, il y a un niveau de ressemblance entre ces deux fragments. Ça peut être une ressemblance de 100%, purely copy-paste, ou bien ressemblance de 80%, 90%, 95%. Alors, c'est quoi les codes clones? Ils sont vraiment ça facilite le développement. Alors, au lieu de juste réécrire quelque chose, OK, c'est copy-paste, mais à long terme, c'est pas bien. Parce que, premièrement, s'il y a un bug somewhere, alors c'est pas corrigé dans le code qui est dupliqué si on n'est pas aware, on fait pas attention. Ça, c'est un. Deuxièmement, alors, la maintenance, elle est plus difficile. S'il faut changer les fonctionnalités, améliorer quelque chose, il faut la faire dans plusieurs places au lieu d'une seule place centralisée. Donc, voilà, il y a un dilemme entre short term, long term.
pour l'utilisation des codes clones et pour la propagation des bugs comme négatifs. Alors, pour savoir c'est quoi l'impact du code clone sur les deep learning frameworks, et le truc à propos des deep learning frameworks, c'est qu'ils sont vraiment, le développement ici est très rapide. Il y a toujours des nouvelles features, améliorations de ces projets. Donc, je voulais savoir et dévoiler comment cette dynamique de code clone prend place. Est-ce qu'il y a beaucoup de clones puisque c'est très rapide, ils changent tout. Il y a des collaborations open source. Est-ce qu'il y a de clones? Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a des propagations de bugs là-dedans? Il n'y a pas. Pour en savoir mieux et aider la communauté open source en ce qui concerne cela. Donc, j'ai étudié l'évolution long terme des codes clones pour dans chaque cadre. J'ai fait des études sur le développement à court terme, donc à court terme. Donc, dans la première partie, c'est dès leur création jusqu'à la fin. C'est quoi le changement de ces codes clones? Dans la seconde partie, c'est plutôt durant une période temporelle. Et faire des études et c'est quoi les résultats. Et puis, à la fin, ce que j'ai fait, j'ai fait une étude de code cloning across different frameworks. Donc, pour des différents frameworks, s'il y a du code cloning pour aider la communauté à identifier des points de collaboration. Donc, juste rapidement, je vais partager ici. Alors, pour le long terme, analyse long terme des codes clones. Alors, il y a quatre trends, the serpentine, the decreasing, the rise and fall, and the stable. Et puis, la serpentine, c'est celle qui est associée à une plus grande propension aux bugs. Donc, j'ai étudié s'il y a beaucoup de bugs dans un système qui a une tendance decreasing or stable or serpentine pour le clonage. Et la serpentine, c'est celle qui est associée à la plus grande propension de bugs dans le système. Dans la seconde partie, j'ai été intéressée à ne pas uniquement voir toute l'évolution du projet et du clonage, mais plutôt dans une phase à short term, court terme. Donc, à court terme, c'est ou bien le clonage, le stade du clonage, il est steady et ça change pas, ou bien c'est decreasing dans quelques cas, ou bien c'est plutôt ascending dans d'autres cas. Et je trouvais des relations entre la tendance descendante à long terme avec celle de stable. Donc, c'est là où vraiment pour avoir long-term decreasing evolution, alors la tendance stable, ça va aider avec ça. Et puis, à la fin, j'ai fait un clonage sur Cross Project. Alors, les 9 projets Deep Learning, j'ai essayé d'identifier s'il y a du clonage across the project. Et là, je trouvais deux types. Alors, deux types de clonage que j'ai trouvé ou bien identifié. Le premier, je l'ai appelé Architectural Adaptation. C'est lorsque je trouvais beaucoup de clonage entre ces deux projets. Alors, c'est que le Keras a été adopté par TensorFlow. Donc, ça a été adopté progressivement. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un certain moment de clonage ici et là-bas. Puis, ils ont juste enlevé un module de partie, intégré progressivement et voilà. Mais la seconde partie, c'est là où il y a des functional code clones. Et ce sont plutôt du cloning relié au deep learning architecture, efficiency in Python, some serialization, une partie reliée à probability and statistics et voilà. Donc, j'ai présenté pour ces fonctionnalités les statistiques du clonage. Donc, voilà comme contribution alors. La maintenance du logiciel, c'est améliorer les fonctionnalités et c'est suggérer comment on peut améliorer des fonctionnalités spécifiques ou bien caractéristiques du système. C'est aussi identifier et prédire l'impact du changement d'une bug spécifique pour aider à la priorisation, l'assignement et le triage des issue reports et comprendre le dynamique des codes clones peut vraiment contribuer peut contribuer à la compréhension des challenges qui peuvent être associés à ce clonage dans les deep learning
framework. Donc voilà. Ici après mes intérêts sont reliés à la productivité du développeur. Alors comment on peut vraiment utiliser ces outils, mais comment de point de vue productivité, est-ce que ça a vraiment ça a une implication positive sur la productivité? Et puis avoir une méthodologie automatique de résolution de ces issue reports qui est vraiment end-to-end conversational. Ce sont des choses à explorer pour rendre une maintenance plus efficace aux développeurs. Donc voilà, merci pour être là. C'est la courte période de questions. Ouais. Très court. Je te pose la question. Est-ce que tu cherches une Donc, bon moment pour- oui. Alors, si vous êtes intéressé à faire alors il y a deux choses à dire. Alors, si vous êtes intéressé à faire un master, alors dans le génie logiciel, la maintenance, on peut discuter des opportunités de recherche, ça c'est bien sûr. Si vous êtes au premier cycle et vous voulez faire des recherches en été pour La les, BRPC, recherche de premier cycle. Pour cette année, c'est passé. Il est oui, trop tard. c'est pour l'été, je sais. Mais dans la vie, il faut penser à l'avance. Oui. 2026, c'était 2026. Préparez-vous mentalement. La Ouais. demande est autour de février, je crois, C'est- 2026. Oui, oui. C'était ça cette année, donc juste contactez-moi quelques mois avant, 2 mois au début de l'année, juste pour voir opportunité de faire un stage de recherche en été. Est-ce que j'ai lu quelque part, est-ce que c'est aussi disponible dans d'autres termes? Mais d'habitude les étudiants ne sont pas disponibles. Vous devez faire accès. Généralement, ils préfèrent faire l'été, L'été. mais c'est possible. Oui. Selon certaines circonstances, j'ai déjà fait. Ouais. Je l'ai fait, c'est vraiment le fun. Pendant 4 mois, tu tapes un projet de recherche de ton premier cycle. Ouais. Ouh, on apprend des choses. Ouais. Puis oui, ça peut se faire à l'automne ou au printemps, mais ils préfèrent généralement les données. Oui, parce qu'il faut travailler à temps plein, donc si vous avez des cours, vous pouvez pas le faire. Donc d'habitude, c'est pendant l'été. Et si vous êtes intéressé juste à discuter des idées, des trucs, vous pouvez trouver mon bureau et je serais ravie de juste discuter et parler recherche. Merci tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce que vous avez vu? Ben, j'ai peut-être pas compris, mais comment arrivez-vous à faire le lien entre les versions, puis les comparaisons avec les compétiteurs, puis les features? Parce qu'au fil du temps, ça évolue, puis des fois, dans une version, on a fixé quelque chose, mais on veut après ça, maintenant, être capable de se comparer avec les nouvelles revues et non les anciennes, puis pareil aussi avec l'inverse, avec les compétiteurs. Oui, donc j'ai fait une étude rétrospective. Donc ce que j'ai fait, j'ai l'avis d'utilisateur. Alors j'ai la date. Puis la date, j'ai aussi les release notes. Vous connaissez quand la release note. Donc j'ai pris les avis d'utilisateurs des compétiteurs qui ont été écrits avant cette date là où donc mon avis d'utilisateur de complaint de widget, il était le 1er janvier 2024. 2025 pour faciliter. Le 1er janvier 2025. Donc, ça, c'est my triggering point. Donc, j'ai pris tous les avis d'utilisateurs qui ont été pour simuler la vie réelle. J'ai utilisé tous les avis d'utilisateurs des compétiteurs qui étaient avant. Oui, pour comparer si ça a été implémenté dans le futur. Donc, j'ai pris toutes les releases de cette application qui a été fait après. Fait que c'est quelqu'un manuellement qui a été voir toutes les sites des compétiteurs, Moi. qui a compilé. Ouais. Oui, je l'ai vu une par une. C'est pas beaucoup, c'est pas, chacun c'est 44, pour l'autre, ça dépend. Donc, c'était pas vraiment très, dans les centaines. Mais oui, je l'ai fait une à une. J'ai lu tout. C'était 2 annotateurs parce que, oui. Donc, voilà. Donc, c'est ça pour ça que je dis que c'est rétrospective. Parce que oui, I had to go back in time, put, a snapshot et juste, imaginer que ça, dans le futur, ça a été fait comme ça. Sinon, il n'y a pas vraiment une méthode C'est intéressant de prendre juste un avis qui existe maintenant et voir comment on peut suggérer quelque chose dans le futur. Mais il nous faut de cette façon la validation d'un développeur qui parle sur cette appli. Et c'est pas quelque chose qui est très facile à faire on peut communiquer, contacter, mais ils répondent pas tout le temps.
Ça fait un. Et de deux, c'est subjectif parce qu'ils peuvent décider oui, non. C'est un peu subjectif. Alors, il faut un très grand, large nombre. Donc, ça, c'était la meilleure solution de voir d'une façon rétrospective si ils ont vraiment de sens, au moins, ces suggestions ou pas. Donc, voilà. Bien. Merci à tous. Merci, Maram. Ça reste bien.